Bonjour à tous et bienvenue à Débat de presse. L'émission, vous le savez, est en direct chaque dimanche à partir de 11 h. Elle permet aux journalistes qui traitent l'actualité au quotidien de jeter un regard critique sur cette même actualité à travers des analyses, des décryptages et des commentaires. Alors, pour cette semaine, 5 sujets sont sur la table des débats. Il s'agit des frappes aériennes opérées par l'armée burkinabé à l'est du pays et des mesures sécuritaires prises dans cette partie du pays, notamment l'interdiction de circuler entre les villes et les villages de la région de 19 h à 5 h du matin pour les engins à deux roues et les tricycles. Deuxième sujet, rencontre entre le Premier ministre, les partis de la majorité présidentielle et l'opposition sur la situation nationale et plus précisément sur la situation sécuritaire. Troisième sujet, nous parlerons de la conférence de presse du CDP, l'ancien parti au pouvoir. En quatrième sujet, nous dirons un mot sur le lancement de la campagne de communication pour le FESPACO 2019 et enfin, nous parlerons de la mise en circulation des bus pour l'université de Koudougou, ce qui nous donnera l'occasion de discuter de l'état de l'enseignement supérieur au Burkina Faso à quelques jours de la rentrée académique 2018-2019. Merci de votre fidélité. Alors, dans un communiqué paru cette semaine ou en fin de semaine dernière, l'état-major général des armées indique que suite à des renseignements, les forces de sécurité ont mené des frappes aériennes et des ratissages dans les localités de Pama et de Gaïri. Ces opérations, selon le communiqué, ont permis de détruire des bases terroristes. Il y a eu justement de nombreuses critiques, chers confrères, sur la réponse de notre armée face donc aux attaques terroristes. Est-ce que ce communiqué vous rassure que des actions sont menées sur le terrain pour neutraliser les terroristes? Et avant même de continuer, je rappelle que je suis sur le plateau avec Maourou Kanazoué, donc du journal Le Quotidien. Alors, Kofi Ametepe, journaliste et enseignant. Soumaïla Rabo de la radio Savane FM et Ladji Bama du journal Le Reporter. Alors, Maourou, vous avez la parole. Alors, nous sommes dans un contexte que vous connaissez tous depuis plusieurs années, pratiquement 2016, et on a toujours reproché à notre armée de ne pas être réactive, de ne pas agir face à ce phénomène. Et donc, on a vu que c'est vraiment, pour moi, une réponse appropriée. Et il faut donner le change aux gens qui nous attaquent, leur montrer que nous sommes debout, mais tout en veillant à ce que ces opérations ne fassent pas des dégâts collatéraux. Parce que là aussi, ça peut rendre difficile l'action des forces de défense et de sécurité. Donc, d'un côté, oui, je suis d'accord pour cette opération, mais de l'autre, attention à ne pas toucher les cibles civiles. D'accord, oui, Bama. Je crois que c'est une très bonne nouvelle qui est venue au moment où on attendait le plus, parce que ça faisait quand même belle durée qu'on appelait de tous les vœux à une riposte vraiment appropriée à ce que nous vivions depuis un certain temps. Et en tout cas, ce communiqué est venu en tout cas comme une nouvelle en tout cas très très bienfaisante. On a tous accueilli avec beaucoup de satisfaction. Seulement, personnellement, ce que j'ai un peu déploré au niveau de ce communiqué, c'est son caractère un peu trop laconique. On n'a pas été assez détaillé, notamment sur le bilan exact de ce ratissage, notamment en termes
de victimes, en tout cas côté terroriste qu'on a pu quand même faire, parce que ce qu'on a vécu jusque-là, c'est que quand on nous attaquait, les communiqués qui sortaient disaient qu'on a tué 7 soldats burkinabés, 8 soldats burkinabés. Cette fois-ci, voilà que bon, de notre côté, on a pu quand même enregistrer une grande victoire, si on peut le dire ainsi, mais on ne sait pas combien de terroristes on a pu tuer dans ça. Le communiqué s'est tenté de dire qu'on a fait, on a détruit des bases. Qu'est-ce qu'il y a concrètement dedans? On ne sait pas. Si bien que beaucoup de gens restent encore, quand bien même depuis ce communiqué, on a quand même ressenti une certaine accalmie du côté de l'Est. Depuis que ce communiqué a été fait, on n'a plus enregistré de véhicules qui ont sauté sur une mine. On n'a plus en tout cas entendu qu'il y a eu des attaques. C'est bien. Mais bon, on aurait voulu en tout cas savoir davantage sur le contenu exact de cette opération. D'accord. Alors, Rabo, vous êtes également resté sur votre faim ou vous êtes satisfait de ce communiqué? Mais est-ce que c'est sur un communiqué qu'on doit faire des débats? Parce que le chef d'état-major a dit qu'il l'a frappé. Je vois pas. Oui, mais Bama dit qu'il n'y a pas de débat. bilan. On ne sait pas combien de terroristes ont été neutralisés dans cette action. Non, moi je crois que l'armée est bien placée pour savoir ce qu'il faut communiquer et ce qu'il ne faut pas communiquer, en état précis. Je me dis que l'armée est suffisamment dotée d'intelligence pour gérer ces questions de communication. Moi, ce que j'attends de l'armée burkinabé, c'est qu'elle nous permette de dormir tranquillement, de vaquer à nos occupations, de vivre bien et de nous sentir tranquilles, dans la quiétude. Je n'attends pas qu'elle communique régulièrement sur ses actions. Ce n'est pas sa nature. Et je ne vois même pas l'intérêt de le faire. Ça va créer peut-être la psychose, l'effet contraire de ce qu'on recherche en voulant qu'on donne des bilans trop détaillés. Non, on est un peu trop tenté par, je crois, le trop de communication là. En temps opportun, moi je crois, on va avoir un bilan là-dessus. Peut-être qu'en communiquant un bilan détaillé, ça peut compromettre la suite de l'opération. Et quand j'en ai discuté avec un confrère en aparté, il a dit non, c'est pas normal de donner les bilans. J'ai dit non, mais si on donne le bilan là, c'est le même bilan que nous on consomme là, que les terroristes consomment. Celui qui a envoyé les terroristes là, peut-être que lui aussi il attend que l'armée fasse le bilan pour qu'il sache où il va repositionner ses hommes. Donc moi je crois qu'il ne faut pas demander trop à notre armée, demandons-lui de faire son travail. Et son travail, c'est de... Sur ce point, donc, je dans termine ce cas, il là, aurait fallu aussi ne pas communiquer sur le nombre de dégâts dans nos rangs aussi. Quand on tue des soldats burkinabés, parce qu'on ne dit pas combien de soldats burkinabés on a tués. Là, c'est ce que moi je demande. Là, ce n'est pas la même chose. Si la par différence? exemple, voilà, je vous explique la différence. Si par exemple, des soldats burkinabés meurent, les familles de ces soldats burkinabés ont besoin de savoir où sont leurs enfants. Et c'est le devoir de l'État de communiquer ça. Mais quand on tue 10 terroristes, c'est qui réclame à l'État burkinabé de communiquer ça? Non, ce n'est pas le même enjeu. Ah bon? Je vous dis, par rapport à ce que l'armée doit faire, et par rapport à ce que l'armée doit nous dire là, il faut qu'on soit prudent. Il ne faut pas demander trop parce qu'on est dans le tout communication, on est sur Facebook, moi je ne consomme pas les informations en désordre. Je vais revenir sur une question précise dont j'ai entendu parler au moment où le communiqué est sorti. J'ai cru comprendre que des gens réclamaient des photos de frappe. Et il m'est même revenu que ce sont des gens de partis politiques de l'opposition qui disent non, nous on n'est pas sûr que l'armée a fait quelque chose. Attendez, il faut qu'on soit sérieux dans ce pays-là. Parce que vous n'aimez pas des gens qui sont au pouvoir. Vous n'avez plus confiance en votre armée. Vous n'avez plus confiance en vos frères et sœurs qui sont là pour assurer la défense de votre territoire. Juste parce que vous n'aimez pas ceux qui sont au pouvoir. Attendez, il faut qu'on apprenne à nous entendre sur un minimum de valeurs dans ce pays. Il faut qu'on accepte qu'en tant que Burkinabé, il y a des valeurs qu'on partage pour pouvoir vivre dans le même pays et pouvoir nous réclamer burkinabé. Si on n'a pas ce minimum de valeurs-là, on ne doit pas vivre ensemble. Je constate que de plus en plus, des gens sont prêts à balayer tout parce que eux, leur parti politique ou leurs convictions ne se retrouvent pas là-dedans. Okay, il faut arrêter ça ici et maintenant. En venir, on va peut-être laisser Kofi Ametepe s'exprimer sur la question. Alors, vous avez eu à écouter plusieurs points de vue sur ce sujet. Qu'est-ce que vous pensez en tout cas de ce qui s'est passé à l'Est concernant ces frappes aériennes? Ouais, je pense que c'est toujours un risque pour une armée, parce qu'on l'appelle traditionnellement la grande muette, de communiquer. Et lorsqu'elle communique, on trouve qu'elle ne fait pas assez. Et lorsqu'elle ne communique pas, mais on dit qu'elle ne fait rien. Donc, justement, notre armée se trouve un peu dans ce paradoxe. Parce que les terroristes tuent, on en parle, on fait les décomptes. Et en face, on veut savoir si eux aussi, si l'armée arrive effectivement à neutraliser les gens.
Mais attention, nous sommes des journalistes. Nous avons une éthique qui veut qu'on ne rende pas compte de la mise à mort. Le fait de parler de ces choses n'apporte pas de valeur ajoutée. Ce que les gens veulent, ce que les gens attendent de leur armée, c'est justement cette quiétude de pouvoir aller et de venir. Maintenant, si ces impacts-là sont sur le terrain concrètement, et qu'à l'est de notre pays aujourd'hui, on peut circuler librement, on peut faire ses activités normalement, en ces moments, on dira, on n'aura plus besoin, en ces moments, d'avoir de bilan. Mais pour le moment, je pense que c'est une question qu'il faut aussi gérer avec beaucoup de délicatesse. L'enjeu ici, ce n'est pas de communiquer le nombre de morts du côté des terroristes, mais c'est de faire en sorte que notre pays retrouve sa quiétude d'antan. Oui, Bama Véré, je veux qu'on se comprenne très bien. Hein. Je veux bien que de façon stratégique, on ne communique pas. Mais quand on ne communique pas, on ne communique pas aussi. Parce que je ne vois pas en quoi ça sert. Chaque fois qu'on tue des Burkinabés, on dit non, on a tué 7 soldats, on a tué 20 soldats. Mais quand on tue des terroristes, pour des questions de stratégie ou bien je ne sais de quoi, on dit on ne communique pas dessus. Où se trouve la stratégie dans ça? Non, tout le monde sait très bien que quand on est en guerre, la communication aussi est une façon de faire la guerre. Qui gagne aussi la guerre de la communication aussi gagne la guerre. À quoi ça sert de dire que chaque fois, on annonce aux populations que non, on a tué 10 de nos soldats, et nous, de notre côté, quand on tue des gens, on ne sait pas combien on a tué. On avance comment? En termes de communication de guerre. Les populations ont peur. On ne sait pas combien de fois nos soldats ont été tués. Enfin, on ne sait pas combien de fois nos soldats ont tué des gens, mais on sait combien de fois nous, on nous tue. Où est l'avantage dans ça? Mais en termes de communication de guerre. C'est normal. Non, il va pas, non, par rapport à ce que tu dis, si c'est pour annoncer aux parents des victimes que des gens sont tués. Il y a une façon de le faire sans le dire sur la place publique. On peut bien annoncer aux parents des défunts que non, les parents ont été tués sur le front, mais on n'annonce pas si on doit rester dans la logique que tu dis. Mais à quoi ça sert de dire chaque fois que nous on a été tués, mais on ne peut pas dire combien de terroristes on a tués? Moi, je vais vous démontrer à Alhaji Bama qu'il n'y a pas d'intérêt à publier le nombre de terroristes tués. Si on vous dit on a tué 100 terroristes, pour vous, ça veut dire que ceux qui restent là, ils sont toujours nombreux ou ils sont moins nombreux? Vous ne savez pas combien de terroristes sont mobilisés? Quand on a tué 10 soldats burkinabés. Non, je vous dis, c'est un devoir. Alors, on va dépasser peut-être ce débat. On a vu peut-être c'est un devoir de l'État. On a entendu vos différents points de vue. Et justement, dans cette même partie du Burkina Faso, il y a un autre communiqué du gouverneur cette fois-ci qui interdit en tout cas aux engins à 2 roues et aux tricycles de circuler entre les villes et les villages de la région de 19h à 5h du matin et ce depuis le 18 septembre dernier. Alors ce sont des mesures sécuritaires qui vont peut-être permettre de mieux garantir la sécurité dans la région. Kanazoé. Je crois que, comme le disaient les confrères, le gouverneur est bien placé pour connaître les modes de déplacement des personnes qui nous attaquent. Et donc, cette mesure certainement rentre dans le cadre de réduire un tant soit peu les capacités de mobilité de ces gens-là qui peut-être se déplacent dans cette période et avec ces moyens de transport. Donc, pour moi, toutes ces mesures, si elles peuvent contribuer justement à réduire la capacité de nuisance de ces personnes malveillantes, je ne vois pas de problème et je crois que c'est la bienvenue. Bien sûr, c'est contraignant, mais on est dans un contexte spécial et il faut forcément des mesures qui peuvent permettre de réduire ces attaques. D'accord, oui, Kofi. Oui, dans la forme, c'est une bonne mesure qui permet justement de voir, parce que ces terroristes-là, qui ne sont pas dans une guerre conventionnelle, et justement, ils utilisent ces petits moyens pour se déplacer plus facilement. Et donc, c'est bien de... Mais ça peut aussi en rajouter à la psychose. Parce que, bon, vous connaissez le mode de vie des paysans, c'est des gens qui se déplacent facilement. Et on est aussi en période de rentrée scolaire où il va y avoir des mouvements d'élèves d'une ville à l'autre. Je pense qu'en même temps, il faut aussi mettre un dispositif qui permet de rassurer les gens. Notamment sur la question de la communication, par exemple, mettre des numéros de téléphone. Parce que cet élément ne vient pas aussi pour permettre aux populations, si vous voyez des mouvements suspects, il faut rappeler ces choses-là. Et on n'a pas l'impression, en tout cas, vu des médias publics, par exemple, qu'on a mis tout le dispositif de façon holistique, qu'on sent que tout le Burkina est en train de lutter contre le terrorisme. Parce que ce n'est pas seulement une question de l'Est. Hier, on était au Sahel. Et ces gens sortent à l'Est. Donc, quand on commence
à verrouiller à l'est, il faut verrouiller tout de suite au sud-ouest, au sud, au centre. Parce qu'aujourd'hui, ces gens sont capables d'aller partout. Et donc, moi, je pense qu'il ne faut pas pratiquer un peu comme de la petite chasse où on creuse ici et après, bon, le gibier va sortir de l'autre côté. Moi, je pense qu'aujourd'hui, cette mesure doit se généraliser d'une certaine façon pour amener les gens à se dire le mal peut venir, la menace est sur tout le Burkina, quelle que soit la région. Ce n'est pas seulement une question de l'Est. D'accord, oui, Rabo. Moi, je me demande si la mesure n'est pas arrivée un peu même tard. On a perdu déjà beaucoup d'hommes, alors que, comme je lisais dans l'Observateur Parle vendredi dernier, mon confrère se demandait si il fallait les laisser s'installer avant d'aller les bombarder avec des moyens aériens. Il aurait fallu travailler à ce qu'ils ne s'installent pas, parce qu'il y avait des informations quand même qui disaient qu'il y avait des gens suspects qui circulaient tout autour de la forêt de Pama. Donc moi, je crois que si c'est maintenant que le gouverneur prend la mesure, c'est bien, mais je trouve que c'est tard. Nous avons essayé d'interroger les gens dans l'Est qui ont dit que pour eux, ce n'est pas vraiment un problème. Ils auraient voulu qu'on commence à 20h, mais en 19h et 20h, ce n'est pas beaucoup de désagréments. Je crois que ce n'est pas aussi contraignant que ça, surtout que c'est sur des routes interurbaines que ça s'impose. D'accord, oui. Un mot sur ce sujet, Bama. Non, mais je crois que c'est tout ce qui peut concourir en tout cas à faire aboutir cette lutte-là, c'est la bienvenue. Si ces mesures-là peuvent nous permettre d'avancer vraiment de façon efficace dans cette lutte, ne peut que saluer ces mesures. Seulement, souvent, on est amené aussi à se poser des questions sur l'efficacité, parce que quand on dit que c'est les 2 roues électriques qui ne doivent pas circuler, pendant que moi je me rappelle qu'il y a un communiqué qui a fuité du directeur régional de la police de l'Est en temps, qui disait que ces terroristes se déplacent aussi en 4x4. Alors, je me demande en quoi on peut être efficace à travers cette mesure-là. Ils peuvent se déplacer en voiture aussi la nuit comme tout le monde. C'est ça aussi la question. En plus, oui, allez-y. Sur ces moyens de déplacement, sur les véhicules aussi, il y aura des contrôles spéciaux. Oui, justement. Mais ça veut dire que c'est pas tout à fait, ça prend pas en compte tous les moyens de déplacement de ces terroristes-là en ce qui concerne les 4x4 avec lesquels ils peuvent se déplacer comme tout le monde. Même si on doit les contrôler, bon, il est toujours question de moyens qui sont toujours à leur disposition pour se déplacer. Voilà. En plus, aussi concernant ces mesures, alors, comme Rabo le disait aussi, c'est le problème aussi de contexte, aussi de l'efficacité des mesures qu'on prend par rapport au contexte. On aurait songé à tout ça depuis un certain temps, ça aurait pu être plus efficace qu'aujourd'hui. Parce que moi, je me rappelle aussi qu'au tout début de cette menace terroriste à l'Est, le même gouverneur avait fait un communiqué, avait aussi attiré l'attention des gouvernants sur le fait qu'il y avait des mouvements de gens. En ce moment, c'était encore un petit nombre qui allait entre le Mali, le Niger et le Burkina. Il avait attiré l'attention sur le fait qu'il fallait prendre des dispositions pour éviter qu'ils ne s'installent durablement dans la zone pour pouvoir réagir. On n'a rien fait. On a laissé ceux maintenant installés. Ils ont des bases et tout ça. Et c'est maintenant qu'on commence à réagir. Il est trop tard, sans doute. D'accord. Alors, mais surtout préciser, parce qu'on a déjà la même menace aussi au sud-ouest, par exemple. Bien sûr, tout à fait. Voilà, que ce gouverneur-là aussi, voilà, on risque de se retrouver dans la même situation. D'accord. Alors, on va progresser dans ce débat. On va toujours parler de cette situation sécuritaire qui préoccupe sans doute le chef du gouvernement. Après son passage à l'Assemblée nationale, le Premier ministre a initié au cours de la semaine des rencontres avec la majorité présidentielle et les partis de l'opposition politique. Objectif, discuter des questions sécuritaires avec les états-majors des partis politiques afin de trouver des solutions pérennes aux attaques répétitives. Alors, comment analysez-vous, alors Kofi, cette démarche du Premier ministre? Oui, dans la forme, je pense que ça fait partie du job du Premier ministre, de rencontrer les partis politiques, en tout cas les forces vives, ceux qui participent à la décision politique. Bon, malheureusement, ceci est intervenu dans un contexte où l'opposition avait déjà annoncé une marche pour le 29 prochain. Et donc, ça peut donner l'impression que ces rencontres sont faites plutôt pour calmer les ardeurs de l'opposition. Bon, néanmoins, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Je pense que c'est bien de parler des questions de développement, mais il faut de temps en temps, justement, ces rencontres-là pour montrer que désormais, on est dans un Burkina où les idées de chacun comptent, qu'on soit de l'opposition ou du pouvoir, parce que c'est ensemble qu'on construit. Et donc, je trouve que dans la forme, c'est bien. Bon, maintenant, les contenus, ça, c'est un autre problème.
pourvu que ça ne soit pas des rencontres qui sont dictées par les circonstances, mais que ces rencontres-là entrent dans l'agenda du Premier ministre et que, bon, on voit plus souvent les gens qui discutent, quel que soit leur bord politique. D'accord, oui, Rabo. Moi, je pense que c'est ça aussi, c'est tard. Vous savez, le président du Faso, constitutionnellement, est garant de l'unité nationale. Il aurait dû prendre des dispositions pour que l'opposition ne soit pas dans la posture où elle est aujourd'hui. Il y a quelques mois, j'ai interviewé quelqu'un qui a dit qu'il ne comprend pas pourquoi le président du Faso rencontre le chef de file de l'opposition et son staff pour parler du vote référendaire, le code électoral, du référendum sur la constitution de la Ve République, du vote des Burkinabés de l'étranger, et puis il n'aimerait pas la question sécuritaire. Il ne comprenait pas cette logique-là du chef de l'État. Des trois questions-là, qu'est-ce qui était la plus prioritaire? C'était la question sécuritaire. Et si le président du Faso avait pris à témoin le peuple burkinabé, qu'il a rencontré le chef de file de l'opposition, Zéphirin Diabré, pour discuter sécurité et unité nationale, Zéphirin Diabré ne pouvait pas convoquer une marche aujourd'hui pour dire que le gouvernement ne gère pas bien la sécurité des Burkinabés. Il allait être pris au piège, parce que le président du Faso allait montrer au peuple qu'il travaille aussi avec les conseils de Zéphirin Diabré en matière de sécurité des Burkinabés. Et si aujourd'hui le président du Faso délègue ça au Premier ministre, ça ne fait pas le compte. Pour moi, c'est lui qui est garant de l'unité nationale. C'est lui qui devait sonner le rassemblement à tous les niveaux pour que les Burkinabés, sur la question de la sécurité, parlent d'une même voix. Aujourd'hui, je vous évoquais ça. Il y a des Burkinabés, parce qu'ils ne sont pas du même parti que lui, qui réclament des photos des frappes aériennes de notre armée. Est-ce que notre armée, là, a un parti politique? Vous voyez? C'est le président qui nous a mis dans cette situation. Il devait prendre les devants depuis. Et dire que sur la question de la sécurité, il n'y a plus de parti politique, il n'y a pas de couleur politique, il n'y a pas de religion. C'est le Burkina qui est en cause. C'est ce que le Premier ministre a dit devant les députés. Mais c'était pratiquement 2 ans sur le tard. D'accord, oui, Bama, est-ce que vous partagez l'avis donc de Rabo sur cette question? C'est le président du Faso qui devrait peut-être commencer le plus tôt possible, peut-être depuis janvier 2016, avec ses concertations avec l'opposition sur les questions sécuritaires. Non, en fait, moi, que ce soit le président du Faso ou le Premier ministre, ce qu'on peut retenir de tous ces comportements, c'est que la gouvernance de ce pays n'a pas changé, malgré tout ce qu'on a vécu avec l'insurrection, toutes les promesses de changement qu'on nous avait promises. Rien n'a changé de façon, en tout cas, structurelle dans la gouvernance de ce pays. Les gens ne réagissent que quand ils ont le feu aux fesses. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis Blaise Compaoré, et c'est devenu, et c'est ça qui est à la base de la crise de confiance aujourd'hui entre les autorités, entre les gouvernants et les gouvernés. Aujourd'hui, les syndicats sont convaincus que tant qu'ils ne chauffent pas, on ne les écoute pas. L'opposition, c'est la même chose. Et le gouvernement travaille toujours à fortifier ce sentiment-là au sein des populations, au sein des partenaires sociaux. Tant que les gens n'ont pas le feu aux fesses, ils ne bougent pas. Et le Premier ministre, il ne peut convaincre personne que ce n'est pas parce que l'opposition a haussé le ton qu'il s'est empressé de les recevoir. Et ça, c'est constant. Depuis Blaise Compaoré, c'est toujours comme ça. Et moi, je dis que tant que les gens ne vont pas s'asseoir et puis renoncer à une certaine façon de faire la politique de la ruse. Ça, c'est ça. Les gens rusent avec leurs camarades en politique. Et ça, c'est pas bien. Il faut que les gens renoncent définitivement à cette façon de faire la politique et faire une politique de façon saine, gouverner franchement le pays pour qu'on puisse avancer. Autrement, à continuer dans la ruse, on ne va jamais avancer. Oui, Kanazoué, rien n'a changé. Vous pensez que c'est sous la contrainte que le gouvernement agit ou réagit? Moi, je crois que dans ce contexte, on n'a pas besoin d'aller dire à quelqu'un il faut changer de posture, il faut être patriote, il faut laisser les comportements ambigus, électoralistes, politiciens. Je crois qu'on n'a pas besoin d'aller écrire ça noir sur blanc. Chaque Burkinabé aujourd'hui doit avoir en tête que nous vivons une situation exceptionnelle qui nécessite qu'on mette de côté nos égos. Or là, on dit qu'il faut que le président fasse ceci, que le Premier ministre... Moi, je crois que non. Un parti politique, qu'il soit de la mouvance ou de l'opposition responsable, doit être à la hauteur des enjeux. Donc, pas besoin forcément qu'on vous dise faites ci, faites ça. Non, moi je crois que non, mais les partis politiques de l'opposition ne peuvent pas décider par eux-mêmes. Il ne s'agit pas de décider, ils ne gouvernent pas. Il s'agit d'avoir une posture. Une posture qui aille dans le sens de l'intérêt général. Et c'est quoi? Moi, je n'ai pas vu, j'aurais aimé voir une marche
pour la paix et l'unité, pour la sécurité nationale, pour les forces de défense et de sécurité. Mais je vois que c'est une marche fourre-tout en réalité, mais qui a aussi une vocation à être une rentrée politique, mais en même temps une réplique au pouvoir. Et en même temps, il y a beaucoup de choses dans cette marche-là, sans compter que ça, il y a des arrière-pensées électoralistes aussi. Donc, ça fait que, bon, on s'est dilué et on n'arrive pas à saisir la quintessence de cette marche. Vous avez parlé de sécurité, mais l'opposition avait au début aussi parlé de vote, la diaspora. Donc, ce fourre-tout fait qu'on ne se retrouve pas. Mais dans tous les cas, moi, je crois que ce soit l'opposition ou la majorité, élevons-nous au-dessus des querelles politiciennes là, pour vraiment voir l'intérêt du pays. Je peux compléter ça. Si les politiciens là ne font pas attention, nous les journalistes là, on va être mieux qu'eux, quoi. C'est-à-dire, on va participer plus à la construction et au développement de notre pays qu'eux. Parce que je trouve qu'ils ne sont pas à la hauteur des enjeux du pays et des défis du pays. Alors, il faut qu'ils s'élèvent un peu plus. Voilà, c'est ça. Vous voyez cette marche qui est programmée là, c'est un peu comme si c'était une marche sans vision. Puisqu'au début, elle est en train de glisser, hein, et la thématique là est en train de glisser. Maintenant, on est en train de dire que c'est une marche pour soutenir les FDS, on va cotiser de l'argent, tout ça, patati patata. Au début, c'était une marche pour dire que le gouvernement ne vaut rien, il ne fait rien contre l'insécurité. La mauvaise gouvernance. La mauvaise gouvernance, c'était un fourre-tout. Vous voyez? Et moi, ce que j'ai lu en arrière-fond politique, c'était en fait des partis politiques qui veulent profiter du malheur des Burkinabés, donc de la mort des Burkinabés et des attaques terroristes contre leur propre pays pour gagner le pouvoir. C'est ce que moi j'avais compris. Et j'ai dit clairement, à d'autres occasions, que si le message est comme ça, le 29 septembre 2018, l'opposition va manquer son rendez-vous avec l'histoire. S'il sort pour dire que le gouvernement ne fait rien contre l'insécurité et le terrorisme, il aura raté le coach. Ce qu'il doit dire, nous sommes solidaires de nos forces de défense et de sécurité, nous ne voulons plus d'attaques terroristes ici et nous voulons que tous les Burkinabés soient unis contre cette menace-là. En ce moment, le message peut passer. Mais il faut évoluer ne fait après. Pas déjà le pas, par exemple, en organisant cette souscription pour soutenir bon, moi des citoyens ont dit dans un micro-trottoir, écoutez, c'est pas de ça que les FDS ont le plus besoin. Voilà, c'est pas du riz et puis voilà. Les FDS ont besoin des renseignements. Il faut collaborer avec les FDS, donner les informations que vous avez dans vos quartiers, vos villages là. On a plus besoin de ça que de vos sacs de riz. Actuellement, quoi. Je ne dis pas que les FDS ont tous les moyens. Vous voyez? Donc, les cotisations là, l'opposition est venue ajouter ça pour arranger en fait l'image de sa marche. Sinon, ce n'est pas l'objectif. L'objectif là, c'était de dire, comme ceux-là, ils ne font rien contre le terrorisme, il faut nous mettre à leur place. D'accord. Est-ce que vous partagez, Amatepe, l'analyse? Non, pas tout à fait. Je voulais rebondir sur ce que disait mon ami Ladibama sur la question du changement qu'on attend du pouvoir. En fait, le changement peut être aussi le fait qu'on a une opposition désormais qui met la barre suffisamment haute. Mais on a en face une opposition aussi qui ruse un peu trop, qui veut surfer sur le malheur, pour reprendre ce que dit Rabo. Nous voulons une opposition qui peut aujourd'hui, parce qu'elle a déjà participé au pouvoir, elle connaît les informations utiles et elle peut donc mettre sur la place publique les vraies discussions. Mais lorsqu'il s'agit d'annoncer une marche et après on annonce une cotisation, c'est encore nous qui devons cotiser pour eux. Mais ils mettent d'abord une masse en place pour dire, bon voilà, nous, en tant que chef de parti politique, voilà ce qu'on a rassemblé. Et suivez-nous pour faire ça. Bon, on n'est plus dans ça, c'est du populisme. Et je pense que le changement dont nous parlons, si on estime par exemple que le pouvoir n'est pas en mesure, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ne sont pas en mesure de faire du changement, mais si en face, on a un débat de qualité, on a des sujets de qualité sur lesquels discute l'opposition, je pense que ça va aider à ce que, au niveau du pouvoir aussi, les choses changent. Donc, je pense que nous sommes tous embarqués dans le changement. C'est un apprentissage. Il ne faut pas penser qu'après une longue période où les gens n'avaient pas l'habitude de parler de leurs problèmes, ils n'avaient pas l'habitude de participer de façon conséquente à la construction d'un pays. Bon, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on arrive à ça. On est tous en apprentissage. Je pense que des fois, il faut... Alors, est-ce qu'on doit dire que peut-être lors de la conférence de presse qui a annoncé cette marche, l'opposition donc, a égrené un long chapelet, en tout cas, d'éléments qui militent, selon elle, à l'organisation de cette marche? Je pense qu'il y avait 13 ou 14 points. Alors, est-ce que ces arguments qui ont été avancés par l'opposition ne sont pas assez objectifs pour aller à cette marche? La question n'est pas que les arguments soient objectifs ou pas. Est-ce que pour résoudre ces problèmes-là, c'est dans la marche qu'on trouverait la solution?
Non, l'opposition peut convoquer aussi le gouvernement. L'opposition est à l'Assemblée nationale. Et une opposition républicaine peut demander au Premier ministre de venir devant l'Assemblée nationale pour s'expliquer sur le sujet. Mais une marche, bon, on a fait des marches dans ce pays pour montrer un certain caractère politique, mais je pense que le Burkina aujourd'hui est à un niveau tel qu'il y a d'autres façons de faire pour amener justement à trouver des solutions. Si on fait de la politique, bon, la politique ça veut dire on marche, on crie, et à la fin il y a quoi? Moi je pense que tout doit s'achever dans l'action pour l'amélioration des conditions de vie de tous. D'accord, oui, Bama. Moi, franchement, à écouter, c'était comme si c'était l'opposition qui était élue pour gouverner ce pays en 2015. Or, en 2015, les Burkinabés sont allés aux urnes, ils ont élu un programme, un président qui est chargé de prendre en main leur destinée. Ce n'est pas l'opposition. Et aujourd'hui, mettre l'opposition et le pouvoir sur le même pied pour dire que chacun ne joue pas son rôle, je veux bien. L'opposition, je ne dis pas que l'opposition est sans reproche. Mais moi, l'opposition m'importe peu, même si elle faillit. Ce qui importe le plus, c'est surtout la gestion du pouvoir qui a été élu pour gérer notre quotidien. Et vient d'abord en priorité. Aujourd'hui, dire que l'opposition ne joue pas son rôle et tout ça, je veux bien. Mais d'abord, qu'est-ce que le pouvoir fait? C'est ça aussi. Qu'est-ce que le pouvoir fait? Moi, je pense que c'est le pouvoir qui devait imprimer à l'opposition la marche à suivre. Mais si le pouvoir est là devant, il ne faut rien. Mais ne demande pas à l'opposition de venir jouer les premiers rôles à la place du pouvoir. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, personne ne peut me convaincre que ce pouvoir-là est à la hauteur des défis de ce pays depuis qu'il est aux affaires. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Justement, c'est au pouvoir d'apporter la réponse à cette question. Justement. Attention. Et personne ne peut aussi me convaincre que l'opposition n'est pas dans son rôle que de marcher. La marche est partie de ses moyens aussi. Alors, AMTP dit par exemple que la marche n'est pas la solution. Donc, pour quelle est la solution alors? Les problèmes qui sont sur... Mais la solution, c'est ce qui s'est passé à l'Assemblée. On attend, ils ont pris des décisions. Ils ont dit, bon, en tant que journaliste, par exemple, vous pouvez aussi aller à l'Est pour constater s'il y a combien de monde. Et ça changera quoi? Mais au moins, ça changera quoi? C'est ça le problème. Non, au moins, ça va satisfaire. Je veux qu'on soit plus sérieux que ça, quoi. Le pouvoir doit prendre ses responsabilités face à non, parce que cette façon de parler, c'est justement ce qui nourrit des fois le président Kaboré, en se faisant élire en 2015, il a un programme qui est là, où il a parlé, il a pris un certain nombre d'engagements pour venir au pouvoir. Il a promis au Burkinabé, quand il va venir au pouvoir, il va prendre des engagements forts par rapport à ce qui est de l'organisation de l'armée. Il va mettre les moyens qu'il faut à la disposition des hommes sur le terrain pour pouvoir nous construire une armée forte et nous assurer une sécurité. Est-ce que c'est fait? C'est pas fait. Et ça, c'est le pouvoir qui doit répondre à cette question. Ce n'est pas l'opposition. D'accord, oui, Kanazwe. Je ne crois pas que quand le président Kaboré se faisait élire, il y avait le terrorisme. Donc, sa stratégie... Et pourtant, moi j'ai lu tout à l'heure en venant ici, à la page 28 de son programme, il a écrit, concernant les FDS et la justice, je veillerai à la définition d'une politique et d'une stratégie nationale de sécurité intérieure, à l'amélioration des moyens de lutte contre le grand banditisme et du terrorisme. Ça veut dire qu'avant d'être élu, il était bien conscient de ces préoccupations-là. Mais c'est quand on tient un discours de ce type et qu'on n'est pas dans la situation exacte, ça n'a rien à voir avec... convenez avec moi que l'arrivée du terrorisme a déstabilisé beaucoup de monde. Tout le monde a été surpris par cet événement. Et donc, comprenez qu'il faille remettre en place une machine pour s'adapter à ce nouveau contexte. Moi, je crois qu'il faut être quand même assez raisonnable. Notre armée était quoi? Il y avait le RSP et puis le reste. Le reste, c'était quoi? Des gens qui jouaient au PMB, qui n'avaient rien comme formation, rien comme arme, rien comme expertise. Rien, il n'avait que le RSP. Et 2 ans après qu'on a au pouvoir, qu'est-ce qu'on a fait pour changer tout ça? Il faut être réaliste aussi, non, c'est ça aussi, et puis accepter qu'il fallait construire même un État. Nous-mêmes qui sommes assis, est-ce que nous avons pris une prise de conscience aiguë de la situation dans laquelle nous vivons? Je ne crois pas que les Burkinabés soient tous dans cet état d'esprit-là. Donc, il faut être aussi assez réaliste. Oui, très rapidement, oui. Le seul bémol, j'ai déjà dit que c'est le président de Faso qui nous a mis dans cette situation. Pour nuancer par rapport à ce que Ladibama dit, là où je trouve qu'il exagère un peu, c'est que pour moi, et peut-être que je pourrais mieux expliquer ça quand on va parler de la conférence de presse du CDP, c'est que pour moi, les attaques terroristes là ne sont pas étrangères au plan de certains acteurs politiques burkinabés. Ça veut dire, s'il y a des acteurs politiques burkinabés qui payent des terroristes pour attaquer le Burkina
le président Roch Kaboré ne peut pas grand-chose. À partir du moment où ce sont des gens qui mettent en avant leur appartenance au Burkina Faso et qui travaillent, je dis, en sous-marin, en même temps qu'ils disent qu'ils sont blancs comme neige, ils travaillent en sous-marin à déstabiliser leur pays. En ce moment, ça devient difficile pour le président du Faso de le faire. Là, je suis d'accord qu'il ne pouvait pas prévoir ça. Sinon, si c'est le terrorisme traditionnel qu'on connaît, le terroriste qui vient, il frappe un pays pour une raison précise et puis il revendique, là, un président peut prendre des mesures assez claires et vigoureuses contre ça. Mais si c'est pour la politique politicienne qu'on fabrique des terroristes, aujourd'hui, là, le Burkinabé ou le peuple burkinabé est pris en otage par les acteurs politiques burkinabés. Ce n'est pas autre chose. D'accord, alors on va peut-être avoir l'occasion tout à l'heure de parler de ça. Ça nous donne une bonne béquille, en tout cas, pour passer à cette conférence de presse du CDP. Lors de cette conférence de presse animée mercredi passé, l'ancien parti au pouvoir a rejeté toutes les accusations portées contre elle et qui lui en tout cas attribue certaines attaques ou en tout cas des membres du parti qui seraient donc de connivence avec les terroristes pour attaquer le pays. Alors Kofi, qu'est-ce que vous pensez en tout cas de cette sortie du CDP? Oui, on est toujours dans la réponse du berger à la bergère. Je pense que on rêvait d'une opposition à la hauteur du pouvoir. On l'a eu. Mais maintenant, qu'est-ce que les gens font concrètement de ça? Les accusations, pour moi, ce n'était pas très conséquentes parce que nous avons la justice. Si on estime qu'il y a un citoyen qui est coupable de quelque chose, il vaut mieux plutôt porter plainte contre lui. Bon, lorsque moi, j'ai vu le ministre de la Sécurité qui faisait ces déclarations, bon, j'ai eu un peu froid dans le dos parce que je me suis dit tout de suite, ça va devenir encore des polémiques. Alors que ce qui se passe derrière est sérieux. C'est des Burkinabés qui sont morts. On ne peut pas simplement faire des accusations. Il faut aller jusqu'au bout. Si on a des éléments palpables contre quelqu'un, cette personne doit nécessairement répondre. Donc, malheureusement, aujourd'hui, c'est devenu comme un jeu de ping-pong entre le CDP et son allié, le MPP qui est au pouvoir. Ce n'est pas une question comme ça. C'est beaucoup plus sérieux qu'une question d'accusation et de réponse. C'est la vie, c'est l'intégrité du territoire qui est en jeu. Des Burkinabés qui meurent. Aujourd'hui, les activités économiques sont ralenties dans plusieurs régions parce qu'il y a du terrorisme. Donc, je pense que les deux partis au pouvoir devraient plutôt élever le débat et passer à des choses beaucoup plus sérieuses que de rester à ces accusations-là. On a la justice, on a toutes les institutions qu'il faut. Il faut aller régler le problème là-bas. Oui, Kanazoé. Non, je crois que c'est des accusations très graves. J'ose espérer que ce n'est pas simplement de la politique politicienne, parce que si c'est le cas, c'est très grave et il faut effectivement aller jusqu'au bout de la logique en donnant les éléments et en arrêtant les personnes incriminées. On ne peut pas accepter qu'un Burkinabé ose participer à des actions de déstabilisation du pays qui entraînent tout ce qu'on a vu, des morts de nos soldats, des attaques de nos institutions républicaines. Moi, je crois que c'est très grave. Mais si c'est parler pour parler, accuser pour accuser, là aussi, c'est dangereux. Donc, il faudra qu'à un moment donné, on nous donne les éléments, qu'on arrête les personnes ou que la justice se mette en branle par rapport à ces accusations. Ok, alors Bama, vous pensez également qu'il faut aller devant la justice pour régler ces questions? Non, en fait, mon voisin m'a coupé l'herbe sur les pieds. Il a dit tout ce que je voulais dire parce que là, moi je pense qu'on a affaire à un pouvoir qui est totalement irresponsable. Moi, je ne peux pas comprendre que vous êtes au pouvoir. Vous avez, en tout cas, tout ce qu'il y a qu'il faut, ce qu'il vous faut pour pouvoir vous occuper de la sécurité des Burkinabés. Vous avez des informations comme quoi il y a des Burkinabés parmi nous qui sont en train en tout cas, travailler contre le Burkina en soutenant des terroristes. Vous ne les arrêtez pas. Vous les laissez faire. Vous les laissez tuer des gens. Et tout ce que vous trouvez à faire, c'est venir nous asseoir en conférence de presse pour nous dire non, que vous savez ceux qui sont derrière ces terroristes qui nous tuent au quotidien et vous ne faites rien. Là, je dis que c'est vraiment... Je ne pense pas qu'on puisse trouver un gouvernement aussi irresponsable que ça. Alors, on va peut-être mesurer les mots, on va pas parler de responsabilité, peut-être manque d'action ou quelque chose comme ça. Oui. Hein? Qu'est-ce que vous voulez que je dise là? Ils disent qu'ils connaissent ceux qui sont derrière ça, mais ils ne font rien pour les arrêter. Ils les laissent continuer de nous tuer. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise là?
D'accord, on a compris votre proposition, Rabo. Alors, Non, je suis d'accord avec ce qu'on dit, mais j'imagine que ce n'est pas aussi facile que ça. Moi, j'ai des doutes sérieux. Et par rapport à la conférence de presse du CDP, ce que le vice-président Achille Tapsoba a dit, moi je dis c'est vrai et c'est faux. Et j'argumente, je donne des exemples. Léonce Koné est parmi les accusés au procès du coup d'État. Il était responsable du CDP au moment du coup d'État. Il a travaillé contre son propre pays. C'est le CDP bon, qui est en ça, cause. ça, C'est pas le c'est CDP ça, qui c'est est un en autre cause. sujet. On va laisser Non, le je coup donne d'État, parce des que, exemples oui. pour élucider ce que je dis. Ce que la direction officielle du CDP dit, c'est vrai à partir du moment où ce n'est pas le CDP officiel qui financerait les terroristes. Mais ça peut être des gens qui sont à l'intérieur du CDP, qui le font de façon sous-marine. C'est-à-dire, quand dans un club, là, l'entraîneur, le coach, il travaille pour que les joueurs gagnent le match. Et puis parmi les dirigeants, il y a quelqu'un qui gère la commission WAC. Est-ce que c'est l'entraîneur qui est responsable de ça? Est-ce que c'est l'équipe officielle qui est responsable de ça? Donc il peut y avoir une commission WAC qui travaille avec les terroristes là au CDP. Et Achille Tapsoba peut ne même pas avoir la maîtrise de ça. Et en réalité, c'est ça qui est en cause. Et n'oubliez pas qu'on est en politique. Il ne faut pas prendre Mais les choses est-ce que ce que les autres disent, par judiciairement. exemple, si le pouvoir en C'est place ça, j'ai aujourd'hui dit. a les preuves que C'est ces ça, j'ai personnes dit. financent, C'est ça, pourquoi j'ai ne dit. pas intenter Voilà, j'ai plutôt dit. des actions en On justice? peut avoir des preuves, on peut ne pas avoir des preuves. J'imagine qu'il y a des indices de preuves. Comme ils sont en politique là, ce n'est pas aussi évident que ça. Parce que si vous attaquez en justice quelqu'un qui est un leader politique d'un certain niveau, ça peut créer d'autres problèmes politiques. Vous voyez? Donc, je pense que c'est un peu plus délicat. Sinon, moi, en tant que citoyen burkinabé, j'ai des doutes sérieux sur le patriotisme de certains concitoyens. Oui, mais il s'agit d'un sujet quand même, c'est la vie Assez- des gens assez qui est, délicat, quand Voilà, la vie des gens qui est en cause. Je pense qu'on peut faire un autre jeu citoyen, politique que ça. Moi, je pense qu'un citoyen lambda peut tenir ce discours-là. Moi, je peux comprendre. Parce que nous, en tant que citoyen lambda, on n'a pas les moyens pour vérifier un certain nombre de choses. Mais un pouvoir qui a en ses mains tout un arsenal de renseignements et tout ça, ne peut pas venir s'asseoir pour parler comme n'importe qui à Rodowo peut parler. C'est pas sérieux, ça. Comment on peut venir faire des déclarations comme ça sans avoir des preuves à nous montrer? Voilà tout mon problème. Sinon, nous tous sommes peut-être d'accord depuis le début. Nous, par exemple, on a fait des analyses au journal Le Reporter pour dire que les coïncidences sont tellement troublantes qu'on peut soupçonner des choses. Mais tout simplement parce qu'on n'a pas des éléments de vérifier ce nombre de choses. Mais tout un pouvoir ne peut pas venir s'engager dans ce genre d'accusations-là sans en retour nous apporter un petit début de preuve. C'est pas Oui, en possible. faisant comme ça banalise le fait. Justement. Ouais, ça banalise. Parce que, Surtout bon, c'est le des gens qui CDP a meurent au répondu. quotidien dans cette affaire. Le CDP a répondu, donc on en reste là. Ou bien on fait quoi? Oui, parce que, bon, quand même, lorsque les vies des gens, et surtout des vies des forces de défense et de sécurité, sont en jeu, je pense qu'il faut être beaucoup plus sérieux que ça, quoi. Oui, oui, parce que par exemple, un Abdallah Sawadogo, si je ne m'abuse, qui a été neutralisé à Rayongo, Oui. on ne va pas imaginer qu'il n'a pas de parrain. C'est quelqu'un qui a dû l'envoyer en mission. Et le gouvernement, normalement, doit avoir ces éléments-là. Les commanditaires, en réalité. Voilà, les commanditaires, en réalité. jusqu'à présent, on Le n'a gouvernement pas doit avoir des cette éléments quand même. Voilà, et sachant sur que, par ces exemple, si ce commanditaires. dossier, les enquêtes normalement se poursuivent. Bon, ce sont des déclarations de politiciens aujourd'hui qui Justement, viennent perturber justement, qu'on attend le la cours fin de des la enquêtes, justice. là. Parce que Voilà, comment vous voulez que les juges se retrouvent dans une situation comme ça? D'accord. Alors, on a compris vos différentes analyses sur ce sujet. On va carrément changer de sujet pour parler de culture avec la délégation générale du FESPACO qui a animé au cours de la semaine, je pense que c'était jeudi dernier, alors un point de presse pour le lancement de la campagne de communication donc, de cette biennale du cinéma africain, la 26e édition qui se tiendra du 23 février au 2 mars 2019. Thème retenu: confronter notre mémoire et forger l'avenir d'un cinéma panafricain dans son essence, son économie et sa diversité. Alors on peut dire que le Burkina Faso organise cette manifestation très très importante depuis 50 ans. Alors c'est vraiment quelque chose de particulièrement important et la régularité est à saluer. Bama. Oui, non, je crois que c'est effectivement à saluer, surtout que je voulais dire, la régularité
dans la tenue de ce rendez-vous important du cinéma. C'est vraiment une chose qui est en tout cas à l'honneur de tous ceux qui militent dans ce milieu-là, dans le milieu du cinéma, dans le milieu de culture de façon générale. Et 26e édition, c'est pas du donné, c'est un défi énorme qui a été relevé jusque-là. Maintenant, il faut que les gens retroussent toujours les manches pour pouvoir aller de l'avant, toujours être en tout cas à la hauteur de ce défi-là qui est permanent, parce que le FESPACO quand même aujourd'hui, c'est le monde entier. Quand le FESPACO, lieu qui a les yeux rivés sur le Burkina, il faut en tout cas être à la hauteur de ce défi-là et continuer à mériter la confiance de tous ceux qui sont derrière cette initiative. Oui, Rabo. Non, c'est le cinquantenaire du FESPACO, c'est normal qu'on le mette à un certain niveau. Mais ce qu'on a déploré depuis 1969, c'est pas tant la qualité des films, etc., la mobilisation des acteurs, que le financement du festival. Toute l'Afrique est fière de ce festival-là, panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, mais pratiquement personne ne veut mettre la main à la poche. On se retrouve avec l'Union européenne qui finance notre cinéma et donc notre culture. C'est une contradiction. L'État burkinabé, en tout cas, de ce que j'entends depuis toujours que les ministres de la Culture se succèdent, c'est que c'est l'État burkinabé qui se retrouve seul à financer un festival qui se veut panafricain. Je crois qu'on doit trouver une meilleure stratégie pour intéresser davantage les pays africains au-delà de leurs cinéastes qui aiment bien le festival et qui y participent bien pour que l'Afrique politique prenne en charge aussi cette dimension culturelle-là qui fait partie de notre identité. Je crois que c'est le grand enjeu du FESPACO depuis des dizaines d'années et il faut qu'on le relève maintenant. Oui, en tout cas, ce problème de financement qui a peut-être contraint, si je peux le dire, entre griffes, le président du FASO a débloqué une somme de 1 milliard à mettre à la disposition des réalisateurs burkinabés pour pouvoir en tout cas présenter des films à cette édition, la 26e. Oui, alors Kofi. Oui, ben, je vois tout à l'heure, quand tu as lu le thème, j'ai du tout rien compris. C'est tellement long et je me demande qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Le FESPACO, c'est bien. J'ai peur seulement que le cinquantenaire du FESPACO ne soit comme le cinquantenaire des indépendances de l'Afrique. On a annoncé quelque chose et à la fin, on ne sait pas à quel moment on s'assoit pour faire le bilan. C'est exact. Le FESPACO aujourd'hui doit être considéré comme une institution de l'Union africaine. Mais apparemment, c'est FESPACO de nom, cinéma africain de nom. Où est l'Africain si c'est l'Union européenne qui finance? On constate même que le siège de l'Union africaine est construit par la Chine. Donc, on est dans ces contradictions. Je pense que le cinéma a là l'occasion de poser les vrais problèmes. Il faut aujourd'hui travailler à faire un film pour nous montrer le bilan de ce FESPACO, poser les vrais problèmes plutôt que de s'engluer dans une thématique que personne ne va retenir. Je pense qu'on a là l'occasion, peut-être même s'il ne faut pas faire le FESPACO du tout, s'asseoir, s'arrêter pour faire le point et tracer de nouveaux sillons. Je pense que d'ailleurs la situation sécuritaire n'est pas très favorable à ce qu'on fasse la fête, mais dans la campagne de communication, puisque c'est de ça qu'il s'agit, je pense qu'il faut plutôt aller vers vraiment une introspection sur ce cinéma. Qu'est-ce qu'on veut faire avec? Qu'est-ce qu'on a pu réaliser? Qu'est-ce qu'il faut? Parce que, bon, vous voyez, le siège même, c'est à peine visible. Alors que 50 ans après, on devrait voir. Hein, quand on descend sur Ouaga, on devait voir la lumière de FESPACO s'illuminer sur la ville. Mais quand bon, vous voyez, les Nigérians, après, ils nous ont ravi la vedette, le Cameroun a son festival. Bon, donc peut-être que c'est nous-mêmes, nous ne nous donnons pas suffisamment de valeur et d'élan à notre festival. Oui, justement, en tout cas, la question du siège justement a été évoquée lors de cette conférence de presse de lancement donc, de la campagne de communication du festival. 50 ans après, on peut se dire que le siège de FESPACO n'est pas définitivement... Il n'y a pas de siège. N'est pas construit. Il y en a, mais il n'est pas construit. On quitte là. On n'a pas le bâtiment définitif. Il parle de génie. Bon. Les retards au génie, mais il faut déplacer. Je suis vraiment déçu de ce que ce que les pères fondateurs ont posé comme jalon n'a pas pu être poursuivi.
D'aucuns disent qu'il faut que l'Union africaine s'approprie ce projet. Oui, l'Union africaine peut. Mais vous savez, il y a une rivalité. Les autres pays aussi veulent le FESPACO. Ouais. C'est un Il y a pied, des tentatives, c'est un en tout cas, patrimoine Oui. du Burkina Faso, il faut le dire. Et aussi, il faut voir tous les aspects que cela rapporte au pays, à la fois diplomatique, l'influence, le cinéma, l'économie. Mais vous ne pouvez pas demander à des pays de financer un pays pour qu'il brille. Donc, moi, je crois que c'est une affaire burkinabé. Et nous nous rappelons très bien comment le Burkina était à la tête du cinéma africain. Aujourd'hui, c'est complètement niveau zéro. Et c'est les autres, quand vous regardez les chaînes, les séries, c'est des séries d'autres pays. On ne voit plus de séries burkinabé. Donc, vous n'allez pas demander à des pays africains de nous financer. C'est un projet national. Heureusement, je crois savoir que le président a pris des dispositions, en plus du milliard dont vous avez parlé. Je crois qu'il a injecté 1 milliard aussi pour l'organisation. Ce qui est le double de ce qui se faisait les fois passées. Mais tout ça, c'est des actions, à mon avis, ponctuelles. Il faut vraiment des moyens de façon structurelle qui puissent tenir. Parce que nous gagnons plus que nous perdons en organisant le FESPACO. Justement, ok. Alors, un mot sur le siège. Faut-il vraiment déplacer le siège du FESPACO très rapidement? Qu'est-ce que vous en pensez? Pour deux raisons. Pour deux raisons, il faut le déplacer. Vous savez que le 1er septembre 2009, la Cinémathèque africaine a été inondée et toutes les bandes qui s'y trouvaient ont été endommagées. Il fallait encore un autre budget pour les refaire. Et puis, le ministre dit clairement, c'est le premier ministre de la Culture, depuis Mamoudou Ouedraogo, qui a le courage de dire que le site est hanté, il faut penser à le déplacer. Tous les ministres là sont venus faire des sacrifices, ils n'ont jamais dit au peuple la vérité. Il est passé à des génies là-bas. Écoutez, les gens disent pourquoi ils parlent des génies. Si le ministre de la Culture de notre pays ne peut pas parler des génies, qui va en parler? C'est pas Kofi Amete. C'est lui le mieux placé pour parler des génies. Donc il faut déplacer le site, il faut construire un siège à la hauteur de l'image du FESPACO pour que notre cinéma et le cinéma africain brillent. D'accord, il ne nous reste pas beaucoup de temps, on a juste 5 à 7 minutes pour parler très rapidement de l'enseignement supérieur au Burkina Faso. La porte d'entrée, c'est l'arrivée de bus à Koudougou. Les étudiants de cette ville pourront facilement se déplacer pour aller à l'université Norbert Zongo. Très rapidement, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative, en tout cas du gouvernement Kofi? Bon, facilement se déplacer, je ne sais pas. Mais c'est un événement. Il y a quelques années déjà, je réfléchissais à ce que l'université de Koudougou, qui est maintenant l'université Norbert Zongo, a pu apporter à une ville comme Koudougou. Bon, c'est vrai, je suis enseignant d'université et j'ai intérêt à ce qu'on comprenne l'avantage d'avoir une université dans une ville. Et l'université de Koudougou a complètement transformé la ville de Koudougou, plus que autre chose. Peut-être même que plus que Faso Fani. Mais les gens ne le perçoivent pas. Je pense que c'est l'occasion pour le gouvernement de comprendre l'utilité des universités. Et c'est grâce à l'université aujourd'hui que Koudougou a ses premiers bus. Ce n'est pas rien. Donc, pour moi, c'est la preuve qu'il faut continuer une politique d'implantation, de décentralisation des universités, parce que l'université, ce n'est pas seulement des étudiants qui grèvent et qui s'en prennent aux administrations, mais l'université, c'est un moteur de développement. Et je pense qu'il faut qu'on le retienne une bonne fois pour toutes. D'accord. Alors, ces bus, en tout cas, arrivent dans un contexte où, je rappelle qu'il y a 115 bus qui ont été acquis par le gouvernement sur un total de 135 qui vont être achetés et mis en circulation. Mais on va peut-être aller directement pour parler donc de l'état même de l'enseignement supérieur au Burkina Faso aujourd'hui, qui est gangréné, en tout cas les universités publiques, par les retards et les chevauchements qui perturbent les différentes années académiques. Kanazoué. Bon, on observe une situation à deux vitesses. Il y a deux visages de notre enseignement supérieur. Il y a l'enseignement privé qui n'a pas de problème. Il suffit d'avoir de l'argent et puis vous finissez votre cycle normalement, pendant que les autres sont en train de se demander mais quand est-ce qu'on finit? Donc, le problème, c'est le public. Ce n'est pas toutes les universités. Hein. C'est Ouagadougou qui est toujours en chevauchement. Mais c'est la plus grande, c'est la référence. Et nous tous, nous sommes passés, en Afrique, les gens venaient de partout pour s'inscrire à l'université de Ouagadougou. Malheureusement, il y a eu le PASS qui est passé par là. Moi, j'attribue cette faute vraiment à nos dirigeants qui ont privatisé pratiquement, bradé notre enseignement supérieur à cette époque et qui ont tué cette éducation en supprimant les aides aux étudiants, bien d'autres avantages qui permettront aux enfants aussi des pauvres de pouvoir continuer leur cursus. Donc,
tout le monde est démoralisé et donc les enseignants se cherchent aussi. Finalement, j'écoutais une étudiante en lettres là qui disait que bon, ils n'ont pas encore fini parce que des enseignants ne sont pas venus. Mais c'est étonnant que dans une université, des enseignants ne viennent pas pour justement dispenser leurs heures de cours. Donc, il y a trop de problèmes et c'est le privé qui tire aujourd'hui pratiquement l'enseignement secondaire supérieur, ce qui n'est pas normal. Dans un pays pauvre comme le nôtre, où vraiment tout le monde n'a pas les moyens de s'inscrire dans les universités privées. Alors, vous l'avez évoqué, problème d'enseignants, mais problème également d'infrastructures, avec un nouveau système également qui peine en tout cas à prendre ces quartiers, le système LMD qui complique davantage la situation Rabo. Oui, parce qu'on n'a pas pris toutes les dispositions avant de nous engager dans le système licence, master, doctorat. Les syndicats ont critiqué, les étudiants aussi, certains enseignants, mais l'État est passé en force pour imposer ces systèmes-là parce qu'au niveau international, ils étaient comme imposés à tout le monde, mais il aurait fallu prendre un minimum de dispositions pour que ça marche. Moi, ce que je relève, l'impression que j'ai globalement quand je regarde notre université publique, c'est que les enseignants, les COFI à METP là, sont plus préoccupés par leur carrière que par les enseignements qu'ils dispensent aux étudiants. Parce que quand vous regardez le classement, le Burkina est aujourd'hui la meilleure université, l'université Ouaga, un professeur Joseph Kizerbo, la meilleure université pratiquement en Afrique. Mais en même temps, les étudiants n'apprennent rien du tout. Quand les enseignants se présentent au CAMES pour faire leur concours, agrégation, mais ils passent pratiquement tous. Ils font 95, 98, 99%. Pendant que dans d'autres pays, les enseignants font à peine 40%, 50%. Ça veut dire qu'on a la crème. Mais pourquoi on ne passe pas cet enseignement-là aux étudiants? Et pourquoi on ne force pas pratiquement la main au gouvernement? Parce que j'imagine que des enseignants de qualité doivent pouvoir, par la force de leurs convictions, amener le gouvernement à suivre une certaine politique de l'éducation. Donc je ne comprends pas ces enseignants-là qui s'occupent plus d'eux-mêmes que de leurs étudiants. Ils devaient avoir comme boussole le service. Oui, mais est-ce que c'est pas vous voulez avoir 600, moi j'avais en première année de philosophie 645 étudiants pour une seule personne. Vous voulez faire quoi? Oui, c'est pourquoi j'ai dit, vous devez par la force de vos arguments amener le gouvernement à changer le système. Parce que, ça y on parle d'infrastructure. Est-ce qu'on doit être aujourd'hui au 3e millénaire en train de construire des stades pour prendre des cours? Non. Voilà. Odile Nakoulma avait dit... Ça fait plus de 15 ans que l'université au CIAO. Odile Nakoulma avait dit... La vitrine de la révolution. Non, je vous rappelle un fait. Odile Nakoulma avait dit, elle a quitté la présidence de l'université, je me demande si ça ne fait pas une dizaine d'années maintenant. Elle avait dit qu'elle avait un projet, un système où les étudiants ne seraient pas obligés de se retrouver dans le même amphithéâtre. Intramuros, c'est-à-dire au moment beaucoup de bruit en son temps. Au moment où l'enseignant il donne son cours, un étudiant qui a la connexion Internet peut suivre ça à distance. Aujourd'hui, là, il faut faire en sorte qu'on ne soit pas obligé d'être regroupé pour suivre les cours. De la même façon, l'étudiant qui n'a pas le temps à ce moment précis là pour suivre le cours de l'enseignant, il peut aller suivre la conférence. D'accord, on a bien compris votre position. On est pris par le temps, malheureusement. On va écouter Bama sur cette question et puis conclure. Quand on regarde cette histoire de cette situation de notre enseignement supérieur, c'est comme si on était dans une malédiction. Parce que moi, je me souviens que depuis maintenant près de 15 ans minimum, tous les ministres qui se succèdent à la tête de ce département, chacun arrive, c'est pratiquement des vœux pieux. Hein. Il dit non, cette situation-là, il donne un cap auquel tout va rentrer dans l'ordre. Il finit son mandat, il s'en va, on a même régressé. Et je me rappelle, oui, l'actuel ministre, quand il est arrivé, il était au détour d'un passage à l'université, je ne sais plus c'était à quelle date, il a promis que c'était en 2019, tout allait rentrer dans l'ordre. Mais voilà, on est à l'orée de 2019, moi je ne vois pas par quel miracle tout va rentrer dans l'ordre dans cette université-là. Les étudiants continuent de végéter dans la même galère, les mêmes problèmes demeurent jusqu'à cette rentrée. Je ne sais pas par quel miracle ce ministre-là pourra faire rentrer cette situation-là dans l'ordre en 2019. C'est pour dire qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge, on en a encore pour très longtemps. Et ça, c'est la faute au gouvernement. Il ne faut pas chercher loin. Les gens n'ont pas de vision par rapport à... comme vous l'avez dit, ce n'est pas un problème qui a commencé maintenant également. Justement, c'est la même gouvernance qu'on traîne depuis. C'est la même gouvernance qu'on traîne depuis. Les gens n'ont pas de projet pour notre enseignement supérieur. Les gens ne veulent rien faire. Les gens sont préoccupés par autre chose que l'enseignement supérieur.
Et quand c'est comme ça, on ne peut pas sortir de là. Les gens viendront toujours, ils feront des vœux pieux, ils vont partir et puis on aura toujours le même problème. D'accord. En tout cas, en fin juillet 2017, les acteurs de l'enseignement supérieur se sont retrouvés à Ouagadougou pour mener des concertations sur la résorption des retards et des chevauchements de l'année académique. Peut-être que les recommandations de cette concertation qui date maintenant d'une année permettront en tout cas aux universités publiques du Burkina de sortir de l'ornière. Ça va être le mot de fin parce qu'on est pris par le temps. Nous avons donc dépassé l'heure qui nous est consacrée. Merci en tout cas à vous pour vos différentes analyses. Et je rappelle très rapidement que j'étais sur le plateau avec Kofi Ametepe, journaliste et enseignant, avec Maourou Kanazoué du journal Le Quotidien, Ladi Bama du journal Le Reporter et Soumaïla Rabo de la radio Savane FM. Merci de votre fidélité et restez en compagnie de nos programmes. Wow.